Bonjour et bienvenue, nous allons pouvoir débuter. Je suis Justine Mandreau, responsable prévention à la Mutualité française Occitanie et je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne aux multiples thématiques et pour cette séance, nous avons prévu de vous donner des conseils pour mieux vivre cette phase naturelle du vieillissement féminin. Cathy, bonjour, je vous remercie d'avance pour votre intervention. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Cathy Amédurie, je suis sage-femme libérale sur Montpellier. Et ce soir, voilà, nous allons partager autour d'un sujet féminin qui est la ménopause. Alors peut-être qu'il y a des messieurs qui sont avec nous et bah, c'est super s'ils peuvent aussi participer et écouter ce thème si particulier pour les femmes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de la ménopause et la vie active, comment prendre un petit peu le contrôle de sa santé. Et avant toute chose, je me suis posé la question de est-ce que la ménopause est un sujet tabou? Alors peut-être de moins en moins quand même, parce qu'on en parle de plus en plus. On a des podcasts, on a beaucoup maintenant d'articles, donc on arrive à en discuter un petit peu plus. Mais voilà, donc pour réfléchir d'abord à ce que la ménopause est un sujet tabou, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à qu'est-ce que le sujet tabou. Voilà. Et donc, un sujet tabou est un sujet qui n'est pas permis d'aborder sans choquer ou provoquer de fortes réactions de susceptibilité. Un sujet dont on fait silence par crainte ou pudeur. Et dans notre société qui prône le jeunisme, évoquer la ménopause renvoie beaucoup au vieillissement, à la déficience, à la peur de mourir, à la fin de vie. Mais est-ce que les choses seraient différentes si le discours autour de la ménopause changeait, si notre regard changeait autour de la ménopause? Et c'est un petit peu ce que je vous propose ce soir, d'oser en parler sans hésiter, à dire un petit peu tout ce que les femmes peuvent ressentir sans retenue, à en parler ouvertement. Donc, s'il y a des messieurs, c'est encore mieux. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'interroger le miroir. Miroir, mon beau miroir. Mais fais quand même attention à ce que tu vas dire. Alors, tout d'abord, quelques définitions qui entourent la ménopause. D'abord, il y a trois phases qui vont rimer cette période-là. La préménopause ou périménopause, qui est entre 45 ans et 50-51 ans. La ménopause en elle-même, entre 50, 51 et 62 ans. Et la post-ménopause. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la préménopause. C'est une période de transition qui précède du coup la ménopause, au cours de laquelle ces fameuses hormones féminines, la progestérone et les oestrogènes, vont diminuer de manière très progressive. Voilà. C'est pour ça que ça va être différent d'une femme à l'autre, que ça va survenir en moyenne autour de 40-45, mais que c'est très différent et que ça peut durer entre 2 et 7 ans. Il y a des études qui ont prouvé que l'hérédité pouvait aussi influencer cette période de périménopause. Alors, que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, les règles vont devenir irrégulières. Elles peuvent disparaître plusieurs mois, puis réapparaître, et puis de nouveau durer plusieurs jours. C'est vraiment cette irrégularité qui va vous faire penser à peut-être qu'il se passe quelque chose de différent. On peut commencer à avoir mal à la poitrine, avoir le ventre ballonné. On peut commencer à souffrir des premières bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Donc, c'est vrai que quand ça arrive, c'est très surprenant. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, j'ai très chaud. On peut commencer à prendre un petit peu de poids. On va se sentir un peu plus fatigué. Et des troubles psychiques comme des tensions nerveuses ou une grande tristesse ou des angoisses peuvent aussi apparaître. La périménopause se termine avec l'arrêt définitif des règles et à ce moment-là apparaît la ménopause. Donc la ménopause en quelques chiffres,
14 millions de femmes en France sont ménopausées, donc 100% des femmes de plus de 55 ans, pardon, soit 40% des femmes de ce pays. 40%, ça fait quasiment une femme sur deux, ce qui est énorme pour un sujet qui reste encore un petit peu tabou. Une femme vit 30% de sa vie ménopausée. Avec l'expérience de vie qui a augmenté, hein, on a quand même gagné plus de 6 ans d'espérance de vie entre les années 90 et maintenant. On vit donc beaucoup plus vieille et du coup, on vit beaucoup plus longtemps ménopausée par rapport à nos grands-mères. 100% des femmes seront ménopausées, et oui. 44% des femmes n'ont jamais évoqué leurs symptômes, leurs signes avec un professionnel de santé. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce soir d'en discuter ensemble et de voir, vous, si vous aviez des questions, si c'est quelque chose que vous évoquez facilement. 20% de ces femmes évaluent un impact important dans tous les domaines de leur vie et notamment professionnel. Le dernier chiffre, c'est le 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause. Voilà, une journée où on en profite pour s'informer un peu plus, en parler un tout petit peu plus. Alors, l'histoire du mot ménopause, quel est-il? Avant le 19e siècle, le mot n'existait pas. Voilà, les traités de médecine évoquaient la cessation des menstrues, c'est-à-dire l'arrêt des règles, qui avait, pour les médecins de l'époque, des conséquences néfastes sur la santé des femmes, parce que ça jouait sur l'utérus. Puis ensuite est apparue la notion d'âge critique qui a été utilisée par les médecins. Et à l'époque, ils parlaient de déséquilibre dans le corps féminin. On trouve le mot ménopause pour la première fois dans un ouvrage du médecin français Charles Pierre-Louis de Gardanne en 1821, qui lui va décrire la ménopause comme le terreau à la pathologie. Forcément, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et quand on ne connaît pas, ben, ça veut dire que peut-être c'est quelque chose qu'on craint et donc peut-être la pathologie. À la fin du 19e siècle, c'est l'essor de la psychiatrie. Et du coup, ils vont rapidement faire un lien entre la ménopause et une pathologie mentale. Voilà, on voit le livre là de 1884 qui s'appelle De la folie à la ménopause. Puis, au début du XXe siècle, il va y avoir un changement de paradigme avec la découverte des hormones et du coup, le développement de l'endocrinologie. Et à ce moment-là, la ménopause passe un petit peu comme une maladie hormonale qu'il faut traiter, comme le diabète, comme l'hypothyroïdie. C'est un petit peu une maladie carentielle qui doit être soignée. Voilà. Et donc, à partir des années 1930, la cessation de l'activité ovarienne devient un symptôme à traiter. Et c'est ainsi que le traitement hormonal substitutif, on dit aussi le THS, fait son essor. Il faut savoir qu'en 1975, aux États-Unis, le THS était le 5e médicament le plus prescrit. On peut donc imaginer l'enjeu économique que les femmes ménopausées pouvaient être. Et puis, dans les années 2000, il y a eu une rupture avec le THS, puisqu'il y a eu une étude qui a dit que le risque-bénéfice était défavorable à ce traitement hormonal. Il était dit que ce traitement hormonal substitutif pouvait provoquer des cancers. Les femmes ont eu du coup très peur et il y a eu une baisse de ce traitement, qui est actuellement encore, d'ailleurs, il n'y a que, je crois, 6% des femmes qui prennent ce THS, donc c'est peu. Et les médecins maintenant disent que finalement, cette étude n'était pas bien menée et qu'il n'y a pas tant de risques que ça et que si vraiment les signes dont on va discuter
ce soir sont trop importants, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire prescrire le THS. Voilà. Bon, moi, le but ce soir, ce n'est pas d'être pour ou contre le THS, c'est juste de vous donner des informations, voilà, des clés pour vous permettre de faire le choix, vous, et d'oser en parler avec son gynécologue. Et donc, du coup, à l'époque, c'était considéré comme une maladie. Donc, hors du discours médical, bah, la ménopause, elle était considérée comme invisible. Il y avait le monde médical qui la considérait comme pathologique, le monde médiatique qui, lui, disait que c'était la vieillesse, que l'image de la femme était liée qu'au fait qu'elle puisse faire des enfants, qu'à la fertilité. Et du coup, passé cette période, ben, il y avait un grand vide autour de la femme. Et on peut du coup imaginer que les acteurs du monde médical et médiatique ont construit du coup le sens de la ménopause et ont façonné les perceptions des femmes. Et c'est ça qui est intéressant de réfléchir, de dire que peut-être on pourrait la voir différemment. Et du coup, je vous propose un regard peut-être plus naturel sur cette période. Un nouveau regard sur la ménopause physiologique, à mon avis, s'impose. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a sur cette image-là. La ménopause, une libération. Youpi, j'ai plus mes règles. Et derrière, le petit médecin qui dit, oui, mais peut-être un petit médicament, ce serait pas mal. Alors, comment se définit la ménopause? Ben, vous le savez, la ménopause se définit comme l'arrêt naturel des règles depuis plus d'un an. Les ovaires ne fonctionnent plus. Il y a donc une diminution de la sécrétion des hormones, la progestérone et les oestrogènes. Et c'est ce qui provoque du coup la ménopause. Ça vient du grec méno, règle, et pause, arrêt. Il serait donc intéressant de réfléchir aux représentations des femmes liées au sang menstruel pour peut-être mieux comprendre le lien avec la ménopause. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a ces règles, et ben finalement, il y a beaucoup d'interdits autour de ces règles. Par exemple, on est considéré comme impur dans la Bible. Il y a les premières règles, il y a un rite de passage de la petite fille à la femme. Peut-être que l'arrêt des règles, ça pourrait être aussi considéré comme pareil, un rite de passage de la femme à la nouvelle femme qu'on va devenir. Le sang fait peur aussi, donc puisqu'il renvoie à la mort. Donc peut-être que l'arrêt de ces saignements peut avoir des représentations un petit peu différentes. Et c'est à ça que je me suis un petit peu intéressée pour voir dans différentes ethnies comment la ménopause pouvait être perçue. Donc, sur des livres, hein, j'ai trouvé que, par exemple, en Nouvelle-Guinée, les femmes ménopausées avaient une liberté de parole et d'action qu'elles n'avaient pas avant. Voilà, qu'elles étaient plus considérées lorsqu'il y avait des décisions dans des conflits, dans des guerres. Elles changeaient de statut social et on allait plus facilement avoir leur avis, leur demander un petit peu ce qu'elles en pensaient quand elles étaient ménopausées. Au Canada, chez les Indiens Piegans, les femmes ménopausées devenaient, je cite, hein, des femmes à cœur d'homme. Elles n'étaient plus du tout obligées d'adopter des comportements féminins idéaux, de douceur, de pudeur. Et du coup, elles pouvaient s'ancrer dans leur côté un peu plus masculin et c'était accepté. Chez les lobbies, au Burkina Faso, par exemple, les accoucheuses traditionnelles étaient toujours ménopausées. Pareil, parce qu'on considérait qu'elles devenaient invulnérables, qu'elles pouvaient, sachant qu'elles n'avaient plus leurs règles, ben, du coup, il n'y avait plus de pollution menstruelle et qu'elles pouvaient assister les femmes pour accoucher sans aucun risque pour ces femmes-là. Au Japon traditionnel, il n'y a aucun mot qui désigne la femme ménopausée. C'est une catégorie pareille, une catégorie culturellement située comme l'adolescence, comme voilà, il n'y a pas de déséquilibre et il y a les aînés sont énormément accompagnés. Voilà, il y a une forme de stoïcisme. Après, c'est vrai qu'au Japon, au niveau des émotions, ils sont assez réservés, donc on ne sait pas trop si c'est lié un petit peu au fait que les femmes ne parlent pas de la ménopause ou c'est vraiment considéré dans la société comme
une culture comme voilà, une culture un petit peu, une catégorie pareille que les autres. En Chine, la ménopause est appelée le second printemps de la vie. Voilà, parce qu'on a un respect pour ces femmes-là, avec une expérience, avec une sagesse supplémentaire. Elles sont moins stressées et du coup, elles vont avoir des rites un peu plus au niveau du bouddhisme, plus importants. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de concept universel au niveau de la ménopause, qu'il y a une construction sociale qui est différente en fonction des peuples, des représentations différentes et des normes, que chaque femme est unique, que chaque femme va vivre sa ménopause à sa façon à elle et qu'il ne faut pas forcément essayer de, de toutes se reconnaître, en tout cas partager, mais pas forcément vouloir vivre toutes les mêmes choses. Alors voilà, la ménopause est vraiment un phénomène physiologique et ça c'est très important d'en parler. C'est un phénomène physiologique comme la puberté. Voilà, c'est un passage d'un état à un autre. C'est une phase et non une pause, malgré que son nom indique la ménopause. C'est une phase et voilà, qui va durer un temps et après on va passer sur autre chose. C'est quand même un paradoxe médical parce que la ménopause n'est pas une maladie, mais elle se soigne très bien. On va avoir tendance à nous donner beaucoup de médicaments. Et c'est ça, et c'est là où c'est un petit peu paradoxal, c'est ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas un événement, mais c'est un processus dynamique et temporel qui va évoluer tout au long de la vie. Alors, avec malheureusement quelques changements. Donc là, je les ai un petit peu répertoriés sous forme de schéma. Quand on lit, qu'on voit cette diapo, ça fait un petit peu peur. Ce sont des symptômes éventuels. Heureusement, ils ne sont pas obligatoires et on ne les aura pas tous en même temps et on n'aura pas tous ces symptômes-là. Heureusement, et tant mieux. Mais voilà, il y a les femmes qui vont se plaindre de chute de cheveux, de sécheresse de la peau, les bouffées de chaleur. Ça, c'est quand même la chose qui arrive le plus. Les sueurs nocturnes, la prise de poids, évidemment les altérations de la menstruation, la sécheresse vaginale et l'atrophie de la vessie avec tout ce qu'on appelle les syndromes génito-urinaires, un inconfort sexuel, éventuellement une diminution du désir, une incontinence urinaire à l'effort ou pas, des saignements post-coïdales, voilà, des douleurs articulaires, fragilité des ongles, des troubles du sommeil, des sautes humeurs, des maux de tête, de la fatigue et éventuellement de la dépression. Je me suis intéressée à un symptôme qui est quand même le symptôme le plus fréquent que l'on appelle, qui est les bouffées vasomotrices, les fameuses bouffées de chaleur. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, c'est plus une saison, c'est une ménopause. Alors, les bouffées de chaleur correspondent à des troubles vasomoteurs dus à la variation de la circulation sanguine qui sont provoqués par la diminution des oestrogènes. Elles se traduisent par une augmentation de la température de la peau avec des rougeurs du haut du corps et parfois des crises de sueur. C'est-à-dire que tout à coup, on va se mettre à avoir très chaud. Voilà, avec beaucoup d'humour, une autre bouffée de chaleur, puis les trois mâches sont dégelés. C'est pratique, ta ménopause. Alors, 85% des femmes qui sont ménopausées vont avoir des bouffées de chaleur. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Ça surprend au début, surtout quand on est au travail et que tout à coup on sent cette bouffée qui va arriver. Cela peut durer plus de 5 ans chez la moitié de ces femmes, ce qui est énorme, et plus de 10% chez un quart de ces femmes. Donc 10 ans, plus de 10 ans, c'est très long. Et un quart de ces bouffées de chaleur vont être invalidantes. Alors par rapport à ces bouffées de chaleur, on s'est rendu compte qu'en fait l'origine était quand même multifactorielle et qu'il y avait quand même des facteurs extérieurs qui pouvaient en être les déclencheurs. Et que du coup, si on arrivait un petit peu à détecter ces facteurs extérieurs, si on pouvait les analyser, et ben, du coup, on pourrait plus facilement rectifier
et peut-être les dompter, entre guillemets. Alors, la détection, c'est quoi? C'est que souvent, la bouffée de chaleur arrive par un facteur stressant. Mais ça peut être un facteur stressant inconscient. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où vous allez dire, ah ben oui, tiens là, c'est stressant, clac, il y a une bouffée de chaleur. Non, ça peut être, c'est pour ça que ça peut arriver aussi la nuit, parce que l'inconscient va aussi déclencher des choses la nuit. Ça peut être un état de stress, ça peut être une contrariété, ça peut être une injustice, ça peut être quelque chose que pour vous, vous considérez de totalement inacceptable. Et du coup, votre organisme va réagir en provoquant une bouffée de chaleur. Et du coup, ça peut être juste une phrase, une parole, une odeur, un son, une musique. Dès qu'il va y avoir une émotion, hop, la bouffée de chaleur va se déclencher. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu le déclencheur. Euh, Si on sait ça, et ben, du coup, on va pouvoir se dire, bon, ben, attention, là, je me sens en état un petit peu de stress. La remarque qu'on vient de faire m'a fait un petit peu de mal. Je sais que la bouffée de chaleur va arriver. Et du coup, par la respiration, par la pensée, en ayant conscience de ça, et ben, je peux apaiser un petit peu la bouffée de chaleur. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai marqué, comment les dompter. Alors, le premier instrument, c'est l'éventail. Voilà, parce que l'éventail va quand même aider dans la bouffée de chaleur. Donc, comprendre le déclencheur, ça peut être la thérapie cognitive comportementale, c'est-à-dire que un thérapeute peut vous aider à le comprendre. L'hypnose peut aussi aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle arrive à cet instant précis. Certaines plantes, l'huile de nonagre, le soja, la sauge, le cyprès, la menthe, l'anis, voilà. Donc ça, c'est des plantes que je vous cite. Pour certaines, ça va marcher, pour d'autres, ça va moins marcher. Et puis, il y a des recettes de grand-mère qui sont transmises de génération en génération. Donc là, je vous en ai mis une, hein. Boire 1 à 2 fois par jour 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué dans un verre d'eau. Voilà, ça peut aider. Je suis sûre que vous connaissez d'autres remèdes de grand-mère comme ça. Et puis évidemment, si elles sont trop importantes, il ne faut pas hésiter à prendre des oestrogènes en supplémentation. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par le traitement hormonal substitutif. Il ne faut vraiment pas hésiter si, à un moment donné, c'est beaucoup trop compliqué. Mais le but, c'est vraiment voilà, de comprendre un petit peu pourquoi elles sont là et qu'est-ce qui fait qu'elles sont arrivées. Alors, la ménopause, c'est aussi le début d'une nouvelle vie. Et pourquoi? Parce que bah, du coup, on n'a plus de règles. Et ben, ça, quand même, c'est pas mal. On va faire des économies en achat de protection, on va faire des économies en matière de contraception, et plus de règles douloureuses, puisqu'il y a des femmes qui ont des règles très douloureuses. Ben là, du coup, ça y est, tous les mois, c'est fini, plus de règles douloureuses. On va être délivré d'une grossesse imprévue, ce qui peut finalement aussi aider par rapport à la sexualité. Des économies en matière de contraception, ça on vient d'en parler. Du coup, une sexualité beaucoup plus naturelle est liée ça à l'âge, une forme de sagesse, une forme de maturité et une forme de réalisation de soi puisqu'on sait un petit peu qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Alors ce soir, pour réussir un petit peu à bien vivre cette ménopause, je vous propose de discuter sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est la tête, c'est-à-dire le mental. Ensuite, on va parler au niveau du sport. On va parler de l'alimentation. Et on va voir un petit peu quelles sont les aides qui peuvent vous aider, voilà, vers qui vous pouvez vous tourner si vous n'y arrivez pas toute seule. Alors, dans un premier temps, le mental. Qu'est-ce que je veux dire par le mental? On a vu tout à l'heure hein, qu'on vivait un processus de changement, de transformation physique et du coup mentale à la ménopause. Et bien, du coup, cette transformation va passer, ce changement va passer par différentes phases d'acceptation. Un peu comme représenté sur ce dessin qu'on appelle le processus de changement. C'est-à-dire, au début, on va bien, on se sent bien, et puis tout à coup, clac, il se passe un truc, on n'a plus ses règles, il y a des choses qui se passent, on va résister, on se dit, mais non, non, je ne veux pas, je n'ai pas du tout envie de passer dans cet autre monde, voilà, qu'on appelle la ménopause, et puis voilà, on va être très perturbé, et puis petit à petit, on va se rendre compte, bah ouais, pourquoi pas,
on va se transformer, on va intégrer le fait que ça y est, c'est passé. Et puis, on va arriver à un nouveau statut. Voilà. Ce processus de changement, eh ben, il prend du temps et il est différent d'une femme à l'autre. Et il faut accepter qu'effectivement, ça prenne du temps. Et si au milieu de ce processus-là, vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner, eh ben, effectivement, ça sera plus simple. Voilà, il y a des études qui ont prouvé que plus les femmes acceptent facilement la ménopause, moins elles en ressentent les effets négatifs. Voilà, accepter la ménopause positivement va nous permettre de mieux la vivre. C'est-à-dire un petit peu faire la paix avec elle et cultiver l'optimisme. Alors là, je vais vous donner quelques petits, petits exercices à faire, voilà. C'est des choses que vous trouvez facilement aussi sur Internet, mais ça peut aider aussi pour d'autres choses, mais ça peut bien aider aussi pour la ménopause. C'est par exemple l'exercice du miroir, c'est-à-dire se mettre devant son miroir et puis se trouver trois choses agréables dans son corps. On l'a vu, à la ménopause, on a des modifications au niveau du corps. Et du coup, des fois, on ne s'aime pas. Et puis finalement, se dire, ben non, ça, je l'aime bien de mon corps, ça, je l'aime bien. Voilà, se réapproprier un petit peu son corps. La méditation, donc la méditation, ça va être plutôt être s'ancrer dans l'instant présent. Ben voilà, de toute façon, apprécier ce que l'on vit, apprécier ce que vous êtes devenu. Une fois que la ménopause, elle est là, on ne peut pas faire marche arrière, donc autant l'apprécier et pas avoir de regrets. Éventuellement, se répéter des mantras. Le matin, ça peut être je lâche prise sur les choses de la vie sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. De toute façon, à un moment donné, il faut accepter qu'elles soient là. J'apporte de la joie autour de moi. Tout se déroule comme il se doit. Voilà, se répéter des mantras, ça peut aussi envoyer un petit peu du positif. Écrire un carnet de gratitude, de remerciements, de vécu du jour, des choses que vous avez fait pour vous, pour les autres, de ce que ce nouvel état vous a amené, des émotions positives de la journée. Bref, un langage positif et une attitude constructive. Voilà, on ne dit pas ménopause, mais game over, ou nurserie fermée, mais salle de jeu toujours en activité. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait euh, Christophe André voilà, qui est très compétent au niveau de la ménopause, de la méditation, qui dit que les pensées positives sur moi-même influencent positivement 99% des molécules qui me constituent, c'est-à-dire agissent directement sur ma biochimie, mes cellules et donc tout ce qui me constitue en tant qu'être vivant. Voilà, ce qui veut dire que si j'ai des pensées positives sur moi au moment de la ménopause, ben forcément, je vais induire des choses positives dans mon corps, dans ma cellule, et tout ça va être que positif sur moi. Ensuite, donc, vient le sport. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a établi des recommandations en matière d'activité physique pour les femmes ménopausées. Chaque semaine, on devrait pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité physique intense, c'est-à-dire à peu près 30 minutes par jour de sport. Ça peut être très bien marcher, c'est pas forcément se dire, allez là, je fais du sport. Non, ça peut être intégré au quotidien. Et donc, ajouter idéalement aussi de renforcement musculaire, 2 fois 20 minutes par semaine, et éventuellement un petit peu de souplesse. Alors, pourquoi faire du sport à la ménopause? Voilà, 6 bonnes raisons. La première, même de façon modérée, ça va aider à maintenir la masse musculaire. Ça va lutter contre la perte de la masse osseuse. Ça permet de lutter contre la prise de poids.
Ça permet de lutter contre les risques cardio-cérébraux, et ça, on va en parler tout à l'heure. Ça permet de lutter contre l'isolement, la solitude, ça permet la socialisation, et ça permet aussi de lutter contre les baisses de morale. Finalement, faire du sport, c'est que du bonheur. Le mouvement, c'est la vie, mais on y va quand même en douceur. Alors que le sport, ben, ça vous en connaissez plein, j'en cite. Voilà. Après, ce qui est important, c'est que ce soit vous qui choisissiez le sport qui vous correspond. Moi, je vous ai donné des exemples comme ça. L'idéal, c'est la marche. Pourquoi la marche? Parce que c'est pratique, parce qu'on peut le faire tous les jours pour aller chercher du pain, pour aller au travail, pour voilà, monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, voilà, randonnée, marche nordique, marche rapide. Tout ça, c'est très bon et pour le cœur et pour forcément la ménopause. Le yoga, pour tout ce qui est souplesse. La natation, quand on a des problèmes de dos, le tai chi, le qigong, la danse, la gymnastique douce, le pilate, le vélo, jardiner, faire du bricolage, du nettoyage, bref, bouger, bouger selon vos envies. Alors, peut-être qu'avant de démarrer sur l'alimentation, on pourrait voir, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient un petit peu réagir? Pour le moment, non. Oui, des compléments alimentaires. Ben voilà, ben on va en parler un tout petit peu là maintenant. Enfin, je ne vais pas parler des compléments alimentaires, donc on peut en discuter là maintenant. Moi, je vais parler plus de l'alimentation. Les compléments alimentaires, ben, ça dépend. Il y en a pour qui, Manaï, effectivement, c'est quand même un labo qui est spécialisé un petit peu dans la ménopause. Il y en a chez qui ça marche bien et il y en a chez qui ça ne marche pas. Donc, moi, je pense qu'il faut essayer. Si on a envie d'essayer, on essaie. Ça marche, super. Ça ne marche pas, ben, on essaie autre chose. Voilà. Il faut pas rester. A priori, on n'en a pas besoin des compléments alimentaires. Maintenant, si ça peut aider, pourquoi pas. OK. Alors, du coup, clac. Donc, on va parler maintenant un petit peu de l'alimentation. Donc, moi, je ne suis pas diététicienne. Donc, l'objectif, c'est absolument pas de vous faire une liste de ce que vous devez manger, pas manger. Non, c'est de discuter avec vous et de voir un petit peu, de reprendre les trois principaux inconvénients que la ménopause va amener sur le plan évidemment alimentaire et dont les femmes se plaignent beaucoup. La première chose qui revient énormément, c'est la prise de poids. Voilà, et donc on va discuter un petit peu comment ne pas prendre trop de poids à la ménopause. Ensuite, il va y avoir une perte de la masse musculaire et il va y avoir la fameuse ostéoporose avec éventuellement des fractures. Donc, moi, je vais essayer de faire mon diaporama en fonction de qu'est-ce que sur le plan alimentaire vous pouvez mettre en place pour arriver à réguler un petit peu tout ça. Donc, dans un premier temps, comment ne pas prendre trop de poids à la ménopause? C'est difficile de perdre du poids à la ménopause, on en prend forcément du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme à cause de cette modification des hormones, à cause de la chute des oestrogènes. Voilà. Et s'il y a un ralentissement du métabolisme, forcément, on va grossir. Donc, quand on arrive à la ménopause, il faut manger différemment. On ne peut pas manger comme on mangeait avant. Voilà. Et c'est là où c'est compliqué et beaucoup de personnes me disent oui, mais manger différemment, c'est difficile parce que mon mari, il a besoin de se mettre à table le soir. Si j'ai encore mes enfants à la maison, ben, je prépare à manger, donc je mange avec eux. C'est vrai, je suis d'accord, c'est difficile. Mais c'est là où justement, il faut essayer de modifier un petit peu sa façon de manger. Donc là, il y a consommer moins de sel, mais ça, on va parler, c'est aussi lié à l'hypertension. Faire le plein de calcium et de protéines, ça, on va en parler aussi. Boire, limiter ses sorties au restaurant ou en tout cas faire attention à ce qu'on mange quand on va au restaurant. Adopter un mode de cuisson plus simple. Surveiller son alimentation, voilà, manger différemment d'avant et faire plus d'exercice. Alors, le poids, voilà, on prend du poids, mais on prend aussi au niveau abdominal. On va avoir cette ceinture, ce petit ventre qui va grossir un peu plus qu'avant. Pourquoi? Parce que les cellules de cette région abdominale produisent
des molécules similaires aux oestrogènes. Et donc, le corps, pour chercher à atteindre cet équilibre hormonal que l'on n'a plus, et bien du coup, il va produire des cellules graisseuses. Et donc, on va avoir ce petit ventre qui va apparaître. D'où l'importance, voilà, toujours pareil, de manger un petit peu différemment. Voire même d'essayer de jeûner un ou deux soirs par semaine, mais pas manger autant que ce que vous mangiez avant. Alors ensuite, voilà, il faut manger différemment et il faut aussi faire attention que la masse musculaire va donc se diminuer au profit de la masse graisseuse. Et donc, pour limiter ce phénomène, il va falloir maintenir une consommation suffisante de protéines. Voilà, il faut manger des protéines, comme un grand sportif. Et au niveau des protéines, il y a des études qui disent qu'il faut manger 1 gramme par kilo de poids et par jour. Alors, les protéines, on va les retrouver dans quoi? On va les retrouver dans les cuisses de poulet, dans les blancs de poulet, dans les morceaux les moins gras des viandes rouges, dans des poissons gras, dans des fruits de mer, dans du jambon, dans les œufs. Voilà, donc en ce moment, on en parle beaucoup. Hein, je pense que vous avez entendu que c'est conseillé de manger plusieurs œufs par semaine. Avant, on disait que c'était pas bon parce que les œufs donnaient du mauvais cholestérol, tout ça. Maintenant, ils y sont revenus. Manger des œufs, c'est très bien. Et sur toutes ses formes, que ce soit cru, cuit, comme vous voulez. Voilà, sous forme d'omelette, au plat, peu importe. Voilà. Des aliments riches en vitamine D, donc le hareng, les sardines. Les sardines, c'est des bons éléments. Sardines, maquereaux, saumon, tout ça, c'est bon parce que c'est aussi riche et en vitamine D, mais aussi en oméga 3. Des féculents à index glycémique bas, du pain complet, du riz complet, des pâtes semi-complètes et des légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches, tofu. Voilà. Évidemment, la liste est non exhaustive, c'est juste à titre d'exemple. Des fruits frais, voilà, des aliments, des légumes riches en eau, courgettes et des légumes, hein, des noix, des amandes, des pruneaux. Donc tout ça, ça peut être aussi sous forme l'huile de noix, du lin, l'huile de colza, d'onagre, de bourrage, voilà. Et puis des laitages. Des laitages, ça, c'est pour l'apport en calcium. L'apport en calcium pour éviter tout ce qui est ostéoporose. Le calcium, c'est un minéral indispensable pour réduire le risque d'ostéoporose qui est plus fréquent à la ménopause puisqu'il y a une déminéralisation osseuse. Voilà, les besoins ils disent qu'on peut, voilà, à peu près 120 mg par jour de calcium. Donc, une portion, par exemple, c'est 30 grammes de fromage, un yaourt, 100 grammes de fromage blanc ou un verre de lait. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'il y a écrit ici. Il y a des petits Suisses, donc un ou deux petits Suisses par jour, du fromage blanc, de l'emmental, du camembert, du chou vert, des oranges et du lait. Alors, pourquoi le calcium? Alors, le calcium, il y a quand même une controverse concernant le calcium et les produits laitiers. On peut aussi, sans produits laitiers, parce qu'il y en a qui font des allergies au lait, que des médecins qui disent qu'on n'est pas non plus fait pour l'organisme adulte, n'est pas forcément fait pour boire autant de lait. On peut aussi couvrir nos besoins en calcium sans forcément passer par des produits laitiers. Le calcium laitier est assimilé à 35%, soit 2 fois moins que le calcium végétal. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher un petit peu le calcium, un petit peu dans les légumes, comme on a vu tout à l'heure, le chou, la sardine. Alors, ce qui est intéressant là dans le petit tableau récapitulatif des aliments riches en calcium que je vous ai mis, c'est les eaux. L'eau qu'on boit, par exemple l'épargne ou la Contrex, vont avoir des contenus en calcium aussi importants. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre de temps en temps, boire l'eau du robinet, c'est très bien. D'autant plus qu'elles sont quand même très bien contrôlées, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses pas bonnes dedans. Mais l'eau en bouteille, changez en fait. Un coup, vous achetez de l'Épar, un coup, vous achetez de la Contrex, un coup, vous achetez de la Vittel. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir en fait des contenus différents en fait en calcium, mais même en autres micro-aliments. Et du coup, c'est intéressant de boire de l'eau un petit peu différente de temps en temps. Voilà. Et on voit bien que le lait, finalement, il est un petit peu au fond. Là. Les épinards contiennent beaucoup de calcium, la salade verte, les haricots blancs,
le chou, les amandes aussi, voilà. Et le troisième, du coup, souci, c'est effectivement l'ostéoporose. Voilà, alors pourquoi l'ostéoporose? Toujours pareil, lié au fait de la diminution des oestrogènes. L'os va devenir beaucoup plus spongieux, beaucoup plus fragile, et du coup va entraîner un risque de fracture. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut privilégier plutôt le sport avec un impact au sol, une marche, la marche rapide ou la marche nordique, parce que plutôt que la natation, parce que la natation, elle est plutôt conseillée pour les risques cardiovasculaires, mais pour l'ostéoporose, c'est bien aussi d'avoir des sports impact. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le sport qui vous plaît et il faut varier. Voilà, essayer de trouver un sport un petit peu qui vous convient. 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme. 39% des femmes environ de 65 ans souffriraient d'ostéoporose et il y a énormément d'hospitalisations à cause de ça. Voilà. Et en fait, la principale caractéristique, ça va être des fractures. Donc, on va avoir des fractures du poignet, quand on tombe, on va avoir des fractures du genou, des fractures du col de l'utérus, du fémur, et des fractures éventuellement des vertèbres. Voilà. Plus on va faire des fractures à un moment donné, au-delà de 2 fractures, normalement, le médecin devrait vous proposer une ostéodensitométrie pour aller mesurer justement la densité osseuse et voir s'il y a un souci ou pas. Voilà. Et donc, sur cette diapo, ils disent bien de privilégier les aliments riches en calcium, les tâches au minéral et ceux qui apportent aussi de la vitamine D, le jaune d'œuf, le beurre, puisque la vitamine D va aider dans l'absorption du calcium. Et ils disent bien pratiquer une activité physique. Voilà, donc juste petit rappel, les éléments à éviter. Du coup, mais ça, c'est à éviter même quand on n'est pas ménopausé, hein. Les aliments riches en sel, les chips, les sauces, tout ce qui va être les aliments avec du sel ajouté, charcuterie, bon, le beurre. Alors, il y a le beurre de cacahuète qui revient beaucoup, là. Hier soir, ils en parlaient un petit peu. À la télé, ils disent que maintenant, les agriculteurs plantent beaucoup de la cacahuète. Le beurre de cacahuète vient en France, il était beaucoup aux États-Unis à l'époque parce qu'il est riche en protéines. Donc le matin, avec des œufs, une tartine, du pain complet avec du beurre de cacahuète, c'est très bon aussi. Il faut éviter du coup les aliments transformés qui contiennent du sel, du sucre caché, qui va favoriser évidemment la prise de poids. Les aliments perçus comme minceurs, comme les galettes de riz, les petits pains suédois et les mueslis du matin. Voilà, et pour la petite anecdote, on dit que manger une pomme par jour n'éloignerait pas uniquement le médecin, mais aussi les symptômes de la ménopause, selon une nouvelle étude. Voilà. On dit que manger une pomme par jour éloigne la maladie. Voilà. L'idéal, c'est de manger de saison, local, varié et équilibré. Ce n'est pas forcément que pour la ménopause, c'est un petit peu pour tout, mais on va dire qu'à la ménopause, c'est encore plus important. Il est sorti maintenant un nouveau questionnaire sur la ménopause. Donc celui-là, c'est le questionnaire de Green, mais il y en a d'autres aussi. Il y a une version française. Bon, bref, peu importe. Normalement, quand vous allez voir le médecin, il est censé vous poser un petit peu des questions. Et ça, c'est assez nouveau quand même, hein. Jusqu'à présent, quand on allait voir le médecin, le gynécologue, la ménopause, c'était quelque chose un petit peu qu'ils ne voulaient pas trop entendre parler parce que déjà, ils avaient eu peu de formation. Maintenant, on en parle un peu plus à la faculté de médecine, mais jusqu'à présent, pas trop. Et du coup, ils tiraient beaucoup en touche. Et ça, j'ai beaucoup de patientes qui me le disent, hein. Ils viennent me dire, ben, on vient voir une sage-femme parce que c'est plus facile de parler de tout ça. Et donc, il y a 21 points, 21 questions un petit peu qu'il est censé vous poser, qui va aborder tous les facteurs un petit peu, autant psychologiques, physiques, vasomoteurs, qui va rappeler un petit peu tous les symptômes qu'on peut avoir. Et si le total, voilà, des symptômes ici est trop important, ben à ce moment-là, il est censé voir avec vous qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer ces symptômes. Ça peut être évidemment les bouffées de chaleur, la gêne au niveau du cœur, les problèmes que tout ça va enchaîner au niveau du travail, parce que voilà, les bouffées de chaleur au travail, c'est compliqué. Les problèmes de sommeil, pareil. Quand on ne dort pas bien, ben, du coup, on est beaucoup moins efficace au travail. L'humeur, du coup, pareil, si je suis dépressive, si je suis triste, ben, je ne vais pas être efficace de la même façon. L'anxiété, les problèmes sexuels, les problèmes urinaires. Voilà. Donc, normalement, tout ça, c'est des choses qui doivent être abordées avec le médecin ou la gynécologue.
Et puis, il y a aussi la ménopause et la sexualité. On a vu tout à l'heure que normalement, c'est censé positiver un petit peu ce corps, se redécouvrir, mais beaucoup de femmes constatent une baisse de libido, une modification de leur désir, une perte d'envie. Et ce qui est important si on est en couple, c'est vraiment d'en parler à son partenaire. Excusez-moi. Euh, des symptômes physiques aussi qui peuvent être une sécheresse vaginale, des douleurs lors des rapports, des facteurs émotionnels aussi, hein, comme ce qu'on disait tout à l'heure, la dépression et la mauvaise estime de soi. Et c'est important voilà, de pouvoir se reconnecter à sa libido, à son intimité. Donc, juste quelques petits conseils. Voilà, revisiter votre relation au corps par le yoga, par la danse, par les massages. Si vraiment c'est difficile parce qu'il y a des douleurs au moment de la pénétration, il existe des lubrifiants, des gels, voilà, améliorer sa santé sexuelle. Si on est avec son partenaire, en parler avec lui, essayer de rebooster le désir par des petits moments intimes, des gestes simples, mais ne pas rester avec son souci toute seule. Et puis, si on est seul, ben, c'est pas grave aussi, essayer de réfléchir à qu'est-ce qui nous ferait du bien, prendre soin de son esprit, échanger, des moments de relaxation. Mais la ménopause et la sexualité, c'est quand même un problème aussi important dont on parle peu, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on arrive dans une période où on est libéré, on n'a plus de risque de grossesse, et c'est un moment aussi où on a envie de vivre une sexualité un petit peu épanouie. Alors, voilà, quelles sont les différentes aides que je vais pouvoir avoir? Donc, en parler, voilà, avec son entourage, avec ses amis, avec un référent médical. Alors, ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être le gynécologue et ça peut être une sage-femme. Maintenant, les sages-femmes, on a des nouvelles compétences et on peut suivre la femme de l'adolescence jusqu'à la ménopause. C'est une nouvelle voilà, compétences qui se sont ouvertes. Donc, vous pouvez aller voir une sage-femme et éventuellement démarrer une thérapie si c'est trop compliqué. L'acupuncture aussi, ça peut quand même aider. On en a parlé un tout petit peu, l'hypnose. La phytothérapie, il y a des plantes qui peuvent aider. La méditation, l'homéopathie, certaines huiles essentielles. Et si vraiment, voilà, les symptômes sont trop gênants et perturbants dans le quotidien, si vous avez essayé de mettre tout ça en place et que ça ne suffit pas, et évidemment, il faut parler du traitement hormonal. Et à ce moment-là, ça, c'est plutôt le médecin. Donc, nous, voilà, au niveau des traitements, on n'est pas autorisé à prescrire, mais par contre, on peut vous orienter si à un moment donné, on estime que vous en avez vraiment besoin et que vous décidez aussi d'en avoir besoin. Alors, les principaux risques de la femme ménopausée, et ça c'est important d'en parler parce qu'on ne le dit pas assez. Quand on est ménopausé, on a un risque de 45% de développer une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébraux. C'est dû à quoi? C'est dû à l'épaississement des parois des artères et éventuellement une apparition de l'hypertension. Quels sont les risques aussi? On l'a vu, 40% vont faire de l'ostéoporose et finalement que 9% vont faire des cancers du sein. Donc, on parle beaucoup des cancers, on parle très peu des maladies cardiovasculaires, alors que finalement, quasi une femme sur deux peut à un moment donné faire une maladie cardiovasculaire. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Dans les maladies cardiovasculaires, qu'est-ce que voilà, on entend par infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral? Alors, je vous ai juste mis cette diapo. Accident vasculaire cérébral, c'est tout ce qui va être au niveau du cerveau. Et puis les artères coronaires, voilà, le muscle cardiaque, ça c'est tout ce qui va concerner l'infarctus du myocarde. Le myocarde, c'est le cœur. Donc là, c'est à la fois et le cœur et le cerveau. C'est la première cause de décès chez la femme. Les femmes sont plus fragiles que les hommes face à ces maladies dues aux modifications hormonales durant leur vie. Ça, c'est ce qu'on a dit et redit depuis tout à l'heure. Alors, c'est important de savoir parce que les signes d'infarctus chez la femme ne sont pas les mêmes ou pas tout à fait les mêmes que chez les hommes. Il y a 5 signes qui sont un petit peu atypiques. Ça, il faut absolument que vous les connaissiez. Une douleur aiguë dans le dos, des signes digestifs comme nausées,
vomissements, perte d'appétit, des palpitations brutales, du coup, un essoufflement, et tout ça, ben, ça va faire une sensation d'épuisement. Voilà. Les hommes, ça va plutôt être une douleur au niveau de l'épaule, au niveau du cœur. Nous, c'est plutôt localisé au niveau du dos avec des signes digestifs et des palpitations brutales. La femme, elle a du mal à aller voir son médecin pour dire attention, j'ai des signes, je suis malade. La femme, elle a tendance à s'occuper beaucoup des autres, mais pas beaucoup d'elle. Donc, prenez soin de vous, prenez soin aussi des femmes qui sont autour de vous. Et ces signes-là, c'est important de les connaître et d'en faire, de les faire participer des autres, voilà, de les partager. Excusez-moi. Voilà, s'il y a ces signes-là, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 ou le 112 et insister. Ensuite, les signes qu'il va y avoir de l'AVC, ben, on parle, pour que ça soit facile de retenir, il y a voilà, le mot vite. Et le premier signe, c'est le visage qui se paralyse. Voilà. Le deuxième, c'est l'impossibilité de bouger un membre, c'est-à-dire il y a un côté du corps qui va être un petit peu paralysé. Du coup, le visage se paralyse, donc un trouble de la parole. Et eux, évitez le pire en composant le 15. Voilà. Un visage qui se paralyse, une impossibilité de bouger un membre, un trouble de la parole, et on appelle le 15. Tout ça, ça peut être évité avec un relevé de la tension artérielle. Voilà, votre tension artérielle, donc vous n'avez pas d'appareil pour la mesurer. Cela dit, le pharmacien, si vous avez un doute, il a un appareil, il peut vous le faire tout à fait gratuitement. Normalement, quand vous allez chez le médecin pour une visite pour un rhume ou autre chose, il va vous contrôler la tension et il faut que le chiffre soit inférieur à 14,9. Si c'est supérieur à 14,9, ça veut dire qu'il y a un souci. Et du coup, il faut déjà par l'alimentation et puis éventuellement prendre un médicament pour éviter que la tension n'augmente trop. C'est vraiment un des facteurs de risque, l'hypertension. Voilà. Et puis, une fois que la ménopause est bien en place, vient alors ce qu'on appelle la post-ménopause. Voilà. Et dans la post-ménopause, il y a un phénomène qui est très intéressant et une nouvelle hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de la grand-mère. L'hypothèse de la grand-mère, ce serait que finalement, la femme ménopausée serait quand même l'allié de l'espèce humaine. Alors, l'allié de l'espèce humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes ménopausées pourraient quand même, de manière indirecte, participer à la reproduction. Alors, ça peut vous paraître sûrement très surprenant ce que je suis en train de dire, mais pourtant, ça a été prouvé scientifiquement et c'est ce qu'ils appellent l'hypothèse de la grand-mère. Alors, qu'est-ce que c'est cette hypothèse de la grand-mère? C'est une étude qui a été menée à l'Université de Montréal en 2019 et voilà, qui prouve que les femmes ménopausées participent de manière indirecte à la reproduction. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'hypothèse de la grand-mère, ça veut dire que si la femme ménopausée, qui est certainement grand-mère, a une proximité géographique avec ses petits-enfants, avec sa fille, avec sa belle-fille ou avec son fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcément les aider. Et si elle les aide, eh ben, il va y avoir un impact positif sur la santé de la mère, des petits-enfants et, ou, ou de son fils. Et s'il y a un impact positif sur la santé, il va y avoir une espérance de vie augmentée. Et s'il y a une espérance de vie augmentée, la fille ou la belle-fille va avoir envie d'avoir des enfants supplémentaires. Et si on a une grande famille, on a une promotion des gènes et une survie de l'espèce. En clair, si la grand-mère habite proche de la fille, il a été prouvé que cette fille aura envie d'avoir une famille nombreuse et se dira ah ben oui, la maman est là pour m'aider ou belle maman est là pour m'aider, donc je vais faire plus facilement des enfants. Et si on fait plus d'enfants, ben finalement, il y a une promotion des gènes et il y a une forme d'hérédité qui se transmet de génération en génération. Voilà. Ce que l'on sait, c'est que les femmes qui sont ménopausées, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se reproduire, peuvent tout de même assurer la pérennité de leurs gènes grâce à leur présence et à leur proximité géographique. Il y a donc une alternative à avoir des enfants soi-même. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse de la grand-mère. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis les dernières années, l'État agit beaucoup pour la ménopause et le gouvernement actuel a annoncé 4 priorités
pour améliorer la prévention et accompagner au mieux les femmes. Une consultation dédiée à la ménopause pour chaque femme, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, médecin généraliste, sage-femme, gynécologue avec le fameux questionnaire. Un soutien renforcé à la recherche, une meilleure prise en compte dans le monde professionnel, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, quand les symptômes de la ménopause ont des répercussions sur le travail, un petit peu comme l'endométriose, quand on a mal, il va y avoir un congé un petit peu de l'endométriose. Là, peut-être qu'on pourrait imaginer que quand les symptômes sont trop importants, avoir quelques jours de congé, et une politique d'éducation dès le plus jeune âge. Voilà, en conclusion, ben, la ménopause, elle se déroule avec un commencement, avec plein de petits épisodes, des séquences et un terme. Et à la fin, ben, c'est la résolution de tout. En fait, on dit qu'on est vraiment en post-ménopause quand il y a la résolution de tous ces symptômes et qu'on est passé dans une période voilà, de plus d'instabilité, mais au contraire de stabilité, un nouvel état, celui du bien vieillir. Voilà, avant, pendant et après la ménopause. N'hésitons pas, il faut en parler. Merci de votre attention et bonne santé à toutes. Merci Cathy pour ton intervention. Si certaines ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Nous prendrons un petit temps pour y répondre. Les hommes ont-ils un équivalent avec autant de symptômes? Oui, les hommes ont l'andropause, mais ils ont beaucoup moins de symptômes que nous. Et surtout, 100% des hommes n'ont pas de l'andropause, alors que nous, 100% des femmes seront un jour ménopausées. Mais oui, ils ont un équivalent. On peut faire lorsqu'on a pris du poids, ben, modifier son alimentation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment. Après, c'est très compliqué lorsqu'on en a pris de faire machine arrière, hein. Mais c'est possible. Je vais clôturer le webinaire de ce soir. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.